Personnellement, je commence à être un petit peu inquiet de la tournure de la saison de Manchester City. Salut à tous les gars, c'est Azial. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va débriefer de ce Aston Villa Manchester City, un match sous haute tension des deux côtés, parce qu'Aston Villa, du coup, avec cette victoire, mais avant le match, pouvait passer devant Manchester City et avait une chance de monter sur le podium de la Première Ligue, ce qu'ils ont réussi à faire, on va en parler. Et du côté de Manchester City, tu étais sur une mauvaise série en PL, 3 matchs sans victoire d'affilée, et si tu prends un petit peu la globalité des dernières prestations, tu étais un petit peu remis en question, tu étais un petit peu contesté, même si tu es toujours dominateur en termes de résultats, c'était assez moyen. En plus, tu n'avais pas Rodri, on le sait très précédemment, ça s'est confirmé. Sans Rodri, Manchester City, c'était 2 matchs de défaite, et voilà la troisième. Le troisième match où Rodri n'est pas là pour Manchester City, troisième défaite, ça commence à être inquiétant. Je vais pas tout remettre en question dans cette vidéo, je vais pas tout de suite commencer à être alarmiste comme j'ai vu certains supporters de Manchester City qui ça y est, on est en crise, les gars, restez, les gars, doucement, vous avez pas connu la réelle crise depuis que Guardiola est là, doucement, hein, faire être quand même encore à seulement 6 points du leader de PL, bon, ça commence à faire 6 points, mais c'est pas une crise, t'es champion en titre, de la Ligue des Champions, de la Première Ligue, c'est bon, ça va, doucement. Enfin bref, il y a pas mal de choses à dire intéressantes dans cette vidéo. N'hésitez pas, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. Ça fait toujours plaisir et ça aide pour le développement de la chaîne. Et puis nous, on peut y aller dès maintenant. Donc bon, on va commencer par le but, comme ça ce sera fait. Parce que de toute façon, globalement, et je vais vous montrer après les stats du match, ça a été une dictature de Aston Villa. C'est-à-dire que Manchester City, c'est le record le plus faible, si je ne me trompe pas, de tirs de l'histoire d'une équipe entraînée par Pep Guardiola. Pas seulement à Manchester City, mais vraiment de l'histoire depuis que Guardiola est entraîneur, une équipe de Guardiola n'avait jamais aussi peu tiré au but, 2 tirs seulement, et en plus les 2 tirs, ce sont 2 tirs d'Erling Haaland qui se sont déroulés dans la même action, où d'ailleurs un Erling Haaland des meilleurs jours aurait peut-être dû et pu marquer. Malheureusement, Haaland cette saison, c'est pareil, tu peux ouvrir un débat un petit peu des 2 joueurs individuels, peut-être que je le ferai après, mais Haaland, cette saison, c'est quand même bien moins fort que le Haaland de la saison dernière, même s'il continue à faire quelques stats, etc. Dans le jeu, déjà l'année dernière c'était compliqué, mais ça allait quand même. Cette saison, je sais pas, devant le but, tu le sens moins confiant, moins tueur que l'année dernière. Enfin bref, il y aura peut-être un truc à exploiter, mais c'est vrai qu'il y a des questions à se poser là-dessus. En tout cas, le but arrive à la 74e minute de jeu. Aston Villa qui a fait une prestation absolument magnifique. La prestation d'Aston Villa était magique en termes de pressing, d'agressivité, de ressortie de balle face au pressing de Manchester City. C'était absolument magnifique. Rien à redire là-dessus. Donc là, on part de derrière. C'est Diego Carlos qui a la balle, qui va trouver un ballon long, qui va trouver Bailey. Mais avant ça, a été dévié par McGinn. Il me semble que c'est McGinn sur l'action qui dévie sur Leon Bailey. Leon Bailey qui va complètement manger Gvardiol. Mais ce qu'il va lui faire, donc là, il va contrôle-orienter Gvardiol qui est au pâquerette, il va accélérer en se recentrant dans l'axe. D'ailleurs, côté Aston Villa, c'était une compo assez asymétrique et assez mouvante, c'est-à-dire qu'avec le ballon, Bailey n'hésitait pas à un petit peu se déporter côté droit, même sans ballon finalement, mais Bailey n'hésitait pas à se déporter côté droit. Mais en vrai, si tu vois un petit peu comment se placer les joueurs, c'était un peu un 4-4-2 très axial, avec un peu un milieu en boîte, avec Bailey et Oli Watkins qui étaient tous les deux associés en pointe, mais un Bailey qui était un peu plus électron libre et, comme je l'ai dit, qui n'hésitait pas souvent à décrocher côté droit, ce qui est de base son côté préférentiel. Et au milieu de terrain, tu avais Douglas Luiz, Bouba Kamara, McGinn qui a été bon, et Yuri Tillmans qui était d'ailleurs peut-être un peu plus haut aussi que McGinn. C'était quelque chose d'assez mouvant, mais ce qui a très bien fonctionné en termes de pressing, etc. et même de ressortie de balle, hein. On va le voir après les tirs et les occasions d'Aston Villa. Aston Villa à un moment fait un poteau, là le match se finit sur 1-0, mais en vrai Aston Villa peut gagner ce match 2 voire 3-0 s'ils ont vraiment de la réussite. Donc en tout cas, la différence est faite sur Gvardiol ici. Gvardiol, on peut en reparler aussi en termes de difficulté cette saison du côté de Manchester City. Gvardiol en fait partie, hein. Malheureusement, Nathan Ake n'est pas au top de sa forme aussi cette saison par rapport à l'année dernière. Donc tu sens que sur ce côté de centrale gauche à City, on est un peu en difficulté. En plus d'avoir fait cette différence-là, hop, il va te mettre un sorte de Ronaldo Shop crochet où Gvardiol, encore une fois, il va se faire complètement manger. Et puis il va enchaîner, frappe pied droit alors qu'il est gaucher, contré par Ruben Dias. Ruben Dias qui, pareil, sur ce match-là, ça a été, mais depuis le début de la saison, globalement, tu peux dire qu'il y a des choses à redire, tout simplement. Je me répète un peu, mais voilà. Donc contré par Ruben Dias qui va prendre à contre-pied Ederson. But pour Aston Villa, 1-0. Aston Villa
14 victoires de suite à domicile pour Aston Villa. Les travaux d'Unai Emery sont colossaux. Une telle série n'était plus arrivée depuis 1930 dans l'histoire du club. Vite fait, si je dois parler d'Aston Villa, je vais être 100% honnête avec vous. C'est pas une équipe que je regarde tous les week-ends. On essaye un peu, vous savez, on essaye un peu de suivre toutes les équipes qui sont intéressantes. Les Leverkusen, les trucs comme ça. Aston Villa, oui, j'ai essayé de suivre. J'ai regardé leur gros match. C'est pour ça que je vais aussi regarder celui-là. Et honnêtement, depuis le début de la saison, je suis pas déçu. Je suis pas déçu. C'est très solide en termes de pressing, de course. C'est vraiment impressionnant. Bah, ça caractérise bien les équipes d'Unai Emery globalement. On s'en rappelle, son Villarreal, etc., qui était très solide, qui avait été très loin en Ligue des Champions, qui avait même sorti le Bayern. On s'en rappelle. Non, mais globalement, cette équipe est très solide. Il y a des joueurs très intéressants aussi du côté d'Aston Villa. Attention, hein. Là, en titulaire, tu avais du Pau Torres, du Diego Carlos, tu avais du Lucas Digne, du Douglas Luiz, dont on entend extrêmement parler, qui d'ailleurs courtisé par Arsenal, si je ne me trompe pas, du Bouba Kamara qui a d'ailleurs été très bon, du Leon Bailey, Yuri Tillmans, McGinn même aussi, Watkins, ce sont des joueurs qu'on connaît, Konsa, Emiliano Martinez. Voilà, il y a des très bons joueurs, des très bons profils côté Aston Villa, même sur le banc. Tu as du Mati Cash qui est quand même connu, c'est un joueur PL Proven, j'ai envie de dire, du Clément Langlais, du Moussa Diaby qui est rentré, du Nicolo Zaniolo. Voilà, vous voyez que Aston Villa, très bon effectif, très bien coaché par Unai Emery. Est-ce que finalement cette saison Aston Villa ne peut pas aller chercher quelque chose d'intéressant? Est-ce que ça peut pas aller chercher une petite place en Ligue des Champions? On sait que cette saison, sûrement le top 5 PL sera en Ligue des Champions, puisque vous savez, avec la nouvelle règle, en gros, t'as les 4 premiers de PL qui seront qualifiés d'office, et t'as 2 places qui seront réservés aux meilleurs coefficients européens. Donc ça peut être réservé à n'importe quelle nation européenne, mais il faut avoir les 2 meilleurs coefficients. Et on le sait que généralement, les 2 meilleurs coefficients européens, bon, même si l'année dernière ça a été l'Italie, si je ne me trompe pas, ça a été Angleterre-Italie, mais globalement, l'Angleterre fait toujours partie des deux, ou très souvent. Voilà, généralement c'est Angleterre-Espagne. Mais on va voir cette saison, on va voir ce qui va se passer un petit peu dans les compétitions européennes, mais je vois quand même l'Angleterre, notamment avec le Aston Villa qui est en Coupe d'Europe, en conférence, si je ne me trompe pas, ils sont en Conference League, donc ça peut faire quelque chose de sympa. N'hésitez pas à m'éclaircir là-dessus, il me semble qu'ils sont en Conference League, donc à voir ce qui va se passer, mais ils peuvent potentiellement aller chercher en tout cas l'Europa League. Je pense qu'ils en ont les capacités, ça fait partie des équipes intéressantes de cette PL. Après, à voir comment ça va se dérouler à la suite, faut pas lâcher. En tout cas, Aston Villa est monté sur le podium, du coup est passé devant Manchester City. Le match de Boubacar Kamara, vraiment impressionnant, ça n'a pas été le seul. Vite fait, prestation individuelle côté Aston Villa, Douglas Luiz, Boubacar Kamara en 6 là au milieu de terrain, le double pivot a été très solide. J'ai bien aimé le match de McGinn. Leon Bailey a aussi été très bon. Derrière, Diego Carlos, Pau Torres, Lucas Digne, Konsa, ça a été solide. Et Emiliano Martinez qui a été décisif sur les deux parades qu'il a eu à faire sur Haaland. Et sinon, ça a été très solide côté Aston Villa. Ce monsieur est en train de faire d'Aston Villa, une équipe incroyable, 14 victoires consécutives à domicile en première ligue, désormais 3ème au classement devant Manchester City, 2ème meilleure attaque du championnat, premier de son groupe en Conference League, donc j'ai la certification les gars, merci, et quasi qualifié pour les 8ème de finale, c'est beau, merci Unai Emery. Je vous ai mis les stats du match, voilà, pour vous montrer que City a été mis en énorme difficulté, même en possession de balle, c'est pas une possession vraiment dominée par City, 2 expected goals pour Aston Villa, 22 tirs à 2, 7 tirs cadré à 2, la victoire est amplement méritée. Manchester City n'a gagné aucun match face au top 5 actuel de Première Ligue cette saison. Ça commence à être un petit peu inquiétant. Moi personnellement je suis un peu inquiet parce que je vois pas le truc qu'avait Manchester City l'année dernière en deuxième partie de saison. Je trouve que le fameux 3-2-4-1 qui l'année dernière a hyper bien fonctionné avec City, qui l'année dernière vraiment proposé en termes de jeu, de bloc, c'est-à-dire que City était compact avec cette compo là, c'était efficace, ça avait beaucoup d'occasions, il y avait beaucoup de buts, il y avait beaucoup de contrôle. Cette saison je le vois pas, je vois City trop rapidement se faire transpercer avec cette compo. Je donne par exemple, t'as un Ruben Dias qui est moins confiant, donc qui peut moins tout de suite bien gérer la pression derrière, parce que techniquement il joue tout seul en centrale. Gvardiol, c'est pas le Nathan Ake de l'année dernière. Au milieu de terrain, quand t'as pas Rodri, l'équipe est trop déséquilibrée, pardon. Alvarez, c'est bien, c'est bon, il est bon ce joueur, il t'apporte des trucs etc, mais c'est pas De Bruyne. Faut aussi pas oublier, t'as perdu Gundogan qui était l'un de tes meilleurs joueurs la saison précédente dans ce rôle si spécial. Voilà, est-ce que au fil de la saison Guardiola ne va pas changer un peu son système et réadapter le truc? À voir, mais à l'heure actuelle je suis quand même inquiet globalement avec ce dispositif là côté City.
Après, c'est pas non plus une grosse inquiétude. Moi, je suis pas là à vous dire que City est en crise. Pour moi, ils font encore partie des favoris pour la LDC et le championnat, mais il va falloir se poser des petites questions par rapport à la compo et par rapport aux joueurs que tu alignes. Manchester City n'a plus gagné en première ligue depuis 4 matchs, une première depuis avril 2017. Manchester City n'a plus que 3 points d'écart sur Manchester United au classement. Ça, c'est quand même une stat qui fait mal et qui révèle un peu pas mal de choses que City a du mal à avancer là depuis un certain temps en PL. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère que la vidéo vous a plu. Vite fait, si je dois dire, côté City, j'ai été déçu d'Haaland, déçu d'Alvarez, même déçu de Bernardo Silva qui a perdu pas mal de ballons, qui n'est pas habitué, et Gvardiol a globalement pas été ouf. Voilà, on finit la vidéo là-dessus. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager, à vous abonner. Les gars, c'était Asial et on se retrouve très rapidement pour une prochaine vidéo.